Donc, ces pages, je suis un petit peu décalé par rapport à la version papier, c'est page 2 normalement. C'est page 2. Alors, les structures élémentaires de la parenté, introduction, première section de l'introduction. On va y arriver. C'est quoi ça? Ça c'est des DS. Ça c'est... J'ai plus. Ah si, je connais. Oui. Et faites passer aussi. Merci, Hermine. Alors, donc ce que j'avais expliqué à partir de la lecture du texte de la préface du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, c'est qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, l'idée de nature, et en particulier de nature humaine, ne va plus de soi. Rousseau va problématiser le concept de nature humaine. Alors, d'autres l'avaient fait avant lui, notamment Montaigne, Pascal. Mais, contrairement à Montaigne et Pascal, pour Rousseau, la question de la nature humaine, c'est celle qui doit quand même déterminer ce qui n'est pas encore l'anthropologie, mais ce qui est déjà pour lui, en fait, ce qui doit être une science de l'homme. Une science qui étudierait l'homme, l'être humain, dans son universalité. Alors ça, c'était la toute première étape, si vous voulez, de ce que j'avais pu dire à vos camarades la semaine dernière. Et la seconde étape va consister à dire que, au milieu du XIXe siècle, avec Darwin, en particulier son ouvrage le plus célèbre, L'origine des espèces, l'idée de nature humaine entrait véritablement en crise. Pourquoi? Je fais quelques rappels sur l'origine des espèces, parce que Darwin va formuler l'hypothèse selon laquelle tous les êtres vivants, organiques, et en réalité toutes les formes de vie, même végétales, ont une origine commune, descendent d'un ancêtre commun. Et qu'en fait, on doit expliquer les différences entre les espèces par un double processus que j'ai expliqué à vos camarades. Premièrement, la sélection naturelle. La sélection naturelle des espèces qui est en fait la survie des espèces les mieux adaptées à leur environnement. Il y a des espèces qui disparaissent et d'autres qui émergent et se fortifient. Et le critère, c'est à chaque fois l'adaptation de l'espèce à l'environnement. Et d'autre part, il y a, dit Darwin, alors évidemment Darwin n'a pas n'est pas né à l'époque où la génétique va faire des progrès extraordinaires, il naît un siècle plus tôt, mais Darwin va parler de mutation aléatoire de gènes qui expliquent les variations au sein d'une même espèce qui vont produire une nouvelle espèce. Au fond, qu'est-ce qui permet d'expliquer l'émergence de nouvelles espèces? C'est que des individus au sein d'une espèce vont développer
des caractères nouveaux grâce à une mutation. Ces caractères nouveaux vont constituer un avantage adaptatif face à l'environnement, face à un nouvel environnement, ou un environnement qui se modifie. Ces individus vont se reproduire davantage que l'espèce dont ils sont issus, et ils vont former ainsi une nouvelle espèce qui va finir par supplanter l'espèce dont ils sont issus. Ouais. Qui explique en fait l'apparition de nouveaux caractères. Il y a des individus mutants qui vont finir par former une nouvelle espèce. Alors quand on regarde l'histoire de l'humanité, ça se vérifie. On s'est rendu compte, et c'est un deuxième point qu'il faut que je fasse, on s'est rendu compte que il y a des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années, des espèces concurrentes, ou plutôt on pourrait dire des races concurrentes de l'espèce Homo, ont vécu, ont coexisté sur Terre. L'Homo erectus et l'Homo habilis, dont l'Homo erectus est issu, ont cohabité. Simplement, l'Homo erectus a fini par bouffer, parfois même littéralement, l'Homo habilis. Ils ont fini par supplanter l'Homo habilis. Et on sait que l'Homo sapiens sapiens a coexisté avec l'homme de Néandertal, et à la fin, c'est l'Homo sapiens sapiens qui gagne, okay, et qui extermine l'homme de Néandertal. Quelle est l'idée qu'il faut retenir de la thèse de Darwin que la génétique de la deuxième moitié du XXe siècle va corroborer? C'est qu'il n'y a pas de différence de nature entre l'être humain et les animaux. Il n'y a pas de frontière, ou plutôt de muraille de Chine, entre l'être humain et les autres espèces vivantes. Il n'y a au fond qu'une différence de degré. Et la question qu'on peut se poser, la question qui va se poser, c'est est-ce que cette différence de degré n'est qu'une différence quantitative ou est-ce que c'est une différence qualitative? Est-ce que c'est encore une différence qualitative? Je reformule cette question pour que vous compreniez bien l'enjeu. Est-ce que c'est parce que l'être humain partage 98,5% de son ADN avec un chimpanzé? Je crois 98,5, quelque chose comme ça. Mais il me semble que avec le porc, c'est à peu près autant. Est-ce que ça veut dire que le porc et le chimpanzé sont à 98,5% humains? Bah non. Bah non, en fait. Et donc, est-ce qu'on peut simplement réduire les différences génétiques entre l'être humain et l'animal à des pures différences quantitatives, ou est-ce qu'il faut maintenir en fait des différences qualitatives entre l'être humain d'une part et le reste du règne animal d'autre part? Oui. Non, je dis, étant donné que, et en fait c'est un raisonnement qui vise à montrer l'absurdité d'une approche quantitative, étant donné que le chimpanzé et l'être humain ont en commun en fait
quasiment la totalité, 80, je ne sais plus le chiffre exact, la proportion exacte, mais c'est énorme. 98 ou 99% de leur code génétique. Est-ce que ça veut dire que le chimpanzé est à 99% un être humain? Est-ce qu'on peut raisonner en termes strictement quantitatifs lorsqu'il s'agit de penser la différence spécifique entre l'être humain et l'animal? Ou est-ce qu'on est obligé de raisonner en termes qualitatifs? Est-ce qu'il y a une différence qualitative, c'est-à-dire véritablement de type d'existence entre l'être humain et certains grands singes? Oui. Alors, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Le... Non, pardon, la phylogénétique. C'est la partie de la génétique qui consiste à étudier l'ADN pour montrer, euh, comment dire, le degré de cousinage entre les espèces. Quelle est l'espèce la plus proche de l'être humain par rapport à l'Homo sapiens sapiens? Est-ce que... Et parfois on a des surprises. Exactement, c'est les arbres phylogénétiques. L'épigénétique, c'est autre chose. Euh, Peut-être que je vous en parlerai. L'épigénétique, en gros, c'est vous avez toute une partie de ce que vous êtes qui est déterminée par le programme génétique, et vous avez au sein de l'ADN des gènes qui sont activés par l'environnement. Et en fait, ça va déterminer une grande partie de votre caractère. Et ces gènes qui sont en sommeil, qui sont dormants et qui peuvent être activés, peuvent en fait transmettre des caractères héréditaires à la descendance. Alors, l'autre phénomène auquel il faut penser, c'est les progrès techniques en matière de fouilles archéologiques et en particulier en paléontologie. Donc on va se mettre à découvrir des squelettes de l'espèce Homo de plus en plus anciens. Et à chaque fois, en fait, qu'on va faire ce genre de découverte, ce type de découverte, on va se rendre compte que euh, ces espèces, pardon, ces variétés de l'espèce Homo, en particulier l'Homo habilis, manifestaient des traces de culture, de comportement culturel, qui distinguent nos lointains ancêtres, l'Homo habilis, euh, du chimpanzé le plus intelligent, si vous voulez. Donc, et c'est là que veut en venir Lévi-Strauss dans le premier paragraphe des structures élémentaires de la parenté, quoi qu'on fasse, que ce soit en matière dans le domaine de la biologie ou dans le domaine de la paléontologie, on ne peut pas dissocier un état de nature qui aurait précédé l'état de culture. Parce que dès que l'espèce humaine a émergé, elle s'est manifestée comme espèce culturelle, espèce douée de culture, avec une vie sociale et des pratiques culturelles. On ne peut pas distinguer nature et culture chez l'être humain. En tout cas, cette distinction ne correspond à rien de réel. Ouais. On ne peut pas distinguer chez l'être humain un état de nature et un état social, un état culturel. Dès que l'être humain est apparu sur Terre, ça a été un être social, ça a été un être culturel.
Il n'y a pas eu d'état de nature qui aurait précédé, on va dire, l'état social. Historiquement, cette distinction est fausse. Mais, dit Lévi-Strauss, c'est pas parce qu'elle est fausse qu'elle ne peut pas être utile. Autrement dit, une idée fausse peut avoir une utilité méthodique. Alors comment? Je vais lire les paragraphes 2 et 3 du texte, donc les deux paragraphes suivants. On commence à comprendre que la distinction entre état de nature et état de société, à défaut d'une signification historique acceptable, présente une valeur logique qui justifie pleinement son utilisation par la sociologie moderne comme un instrument de méthode. L'homme est un être biologique en même temps qu'un individu social. Parmi les réponses qu'il fournit aux excitations extérieures ou intérieures, certaines relèvent intégralement de sa nature, d'autres de sa condition. Ainsi n'aura-t-on aucune peine à trouver l'origine respective du réflexe pupillaire et de la position prise par la main du cavalier au simple contact des rênes. Mais la distinction n'est pas toujours aussi aisée. Souvent, le stimulus physico-biologique et le stimulus psychosocial suscitent des réactions du même type et on peut se demander, comme le faisait déjà Locke, si la peur de l'enfant dans l'obscurité s'explique comme une manifestation de sa nature animale ou comme le résultat des contes de sa nourrice. S'il est relativement aisé d'établir la distinction de principe, la difficulté commence quand on veut opérer l'analyse. Cette difficulté est elle-même double. D'une part, on veut essayer de définir comme pour chaque attitude, une cause d'ordre biologique ou social. D'autre part, chercher par quel mécanisme des attitudes d'origine culturelle peuvent se greffer sur des comportements qui sont eux-mêmes de nature biologique et réussir à se les intégrer. Nier ou sous-évaluer l'opposition, c'est s'interdire toute intelligence des phénomènes sociaux et en lui donnant sa pleine portée méthodologique, on risque d'ériger en insoluble mystère le problème du passage entre les deux ordres. Où finit la nature? Où commence la culture? On peut concevoir plusieurs moyens de répondre à cette double question, mais tous se sont montrés jusqu'à présent singulièrement décevants. Alors, que nous dit Lévi-Strauss dans ces deux paragraphes? Lévi-Strauss nous dit qu'au fond, la distinction entre nature et culture doit servir encore, même si elle est fausse. La distinction entre nature et culture, pour l'être humain, doit servir à penser la distinction entre le biologique et le social, et donc à penser l'autonomie de deux sciences, la biologie et la sociologie. Oui. Si. Sans la biologie, c'est-à-dire sans la science, j'ai pas besoin de savoir comment fonctionne l'appareil digestif pour faire de la sociologie. J'ai pas besoin de savoir comment fonctionne l'œil pour faire de la sociologie. La biologie a une autonomie, la sociologie a une autonomie. J'ai pas besoin de faire, si vous voulez, de la SVT jusqu'au doctorat pour faire de la sociologie jusqu'au doctorat. En fait, il faut penser l'autonomie de ces deux sciences. Alors pourquoi, dit Lévi-Strauss, pour des raisons tout simplement théoriques. Effectivement, il y a dans le comportement humain des réflexes, des attitudes qui relèvent strictement de la biologie.
Par exemple, dit Lévi-Strauss, euh, tout ce qui est de l'ordre du réflexe, la digestion, c'est pas social, c'est biologique. Le fonctionnement de l'œil, c'est pas social, c'est biologique, etc., etc. Et au-delà de ça, il y a des comportements qui sont culturels. Donc ça, ce sont les raisons de fond, les raisons théoriques qui doivent nous pousser à distinguer la biologie de la sociologie et à accorder à chacune de ces sciences son autonomie. Ensuite, il y a des raisons, on pourrait dire, politiques et éthiques. Il est arrivé dans l'histoire qu'on réduise le social au biologique. Quand? C'est très simple, c'est ce qui va de ce qu'on appelle le darwinisme social au racisme biologique des nazis. On va expliquer des différences qui sont sociales, culturelles, par des pseudo-différences raciales. Ça commence avec, on va dire, Spencer, peut-être Gobineau aussi, mais je ne pense pas que Gobineau soit là-dedans en France. C'est plutôt des Anglais et des Allemands qui développent ces idées-là. Et ça va effectivement on va dire jusqu'aux médecins du Troisième Reich. Et puis il y a une époque, à mon avis, on est en train de vivre, où tout ce qui est biologique est réduit à du culturel et réduit à du social. Hein. Je crois qu'on a une ministre de la Santé qui nous a expliqué que une grand-mère pouvait être un homme. Parce que tout ça est culturel. Oui, c'est ce qu'on appelle l'étude des genres, les gender studies. Oui. Qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme? Qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme? Je pense qu'on a tous vu cette vidéo-là où un type barbu, si vous voulez, et blanc explique à un journaliste stupéfait, et pourtant de gauche, hein, c'est vous dire comme quoi on est vite doublé par la gauche aujourd'hui, qu'il n'est ni un homme, ni blanc. Hein. Il n'est pas blanc parce qu'il doit avoir une arrière-grand-mère libanaise, et c'est pas un homme parce que manifestement, il ne suffit pas d'avoir une paire de choses pour en être un aujourd'hui. Et donc on va dire, bah non, en fait, tout ce qui est biologique, c'est culturel, c'est une construction sociale, c'est une projection de la société patriarcale, n'est-ce pas, qui n'en demandait pas tant. Et on va réduire strictement, enfin, on va réduire les questions de sexe, qui sont des questions biologiques, à des questions de genre, dont je veux bien admettre qu'elles sont politiques ou sociales. Okay. Mais quand on réduit tout ce qui est biologique à du social, euh, bon, voilà. On a des phénomènes de foire comme ce genre, comme ce type-là, hein, que je ne veux pas accabler, mais enfin, quand même. Enfin, la langue française a un mot pour les gens qui sortent de leur genre. Il n'est pas très sympathique, mais il faut parfois l'utiliser. Euh, alors, là où ça devient intéressant et vraiment problématique, c'est que Lévi-Strauss va dire, ok, il y a des comportements qui sont strictement biologiques, ok, il y a des comportements qui sont strictement sociaux, mais il y a des comportements qui sont à la croisée, et c'est cela qui pose problème, qui sont à la croisée du biologique et du social. Souvent,
des causes biologiques et des causes sociales provoquent des réactions du même type, dit Lévi-Strauss. Oui, exactement. Non, c'est oui, en tout cas, on peut les expliquer par des causes biologiques ou sociales. Des comportements du même type peuvent être expliqués par deux séries de causes complètement différentes. Euh, Bah justement, un un comportement du même type, peut être expliqué par des causes biologiques ou des causes sociales. Alors, euh, Lévi-Strauss va parler d'un exemple que prend Locke probablement dans le traité de l'entendement humain, euh, dans lequel Locke raconte, en fait je pense qu'on a tous fait cette expérience au moins une fois étant petit, il parle de la peur que les enfants ont spontanément dans l'obscurité. Les enfants ont peur du noir. Et Lévi-Strauss dit pourquoi? Pourquoi? Il y a une cause biologique qui est vieille comme l'humanité, c'est que l'obscurité, la nuit, nous rappelle cette époque où on pouvait se faire bouffer par des prédateurs quand on n'était pas rentré à temps dans la caverne autour du feu. Euh, et il y a énormément d'enfants qui réclament une veilleuse, une petite lumière pour pouvoir s'endormir. Et au fond, euh, l'enfance de l'être humain rejoint ici l'enfance de l'humanité, où pour pouvoir s'endormir, fallait allumer un feu. C'est ce qui éloignait le prédateur. Et Lévi-Strauss dit peut-être qu'instinctivement, en fait, l'enfant se souvient de ça. L'obscurité, c'est l'inconnu, c'est le lieu du danger. Et le temps du danger. Et dit Lévi-Strauss, il y a aussi une cause sociale qu'on peut envisager. C'est euh, tout l'univers symbolique qui tourne autour de la nuit dans la culture populaire. Vous avez le petit poucet, vous avez l'ogre, vous avez la méchante sorcière dans La Belle au bois dormant. Euh, tout ce qui va pas dans les contes de fées, tout ce qui est vilain et méchant, ça opère la nuit. Ça opère la nuit. Le vampire, le loup-garou, ce sont des créatures nocturnes, c'est pas pour rien si vous voulez. Alors pourquoi, hein, très concrètement, c'est que traditionnellement, les cultures, jusqu'à une époque récente, avaient tendance à réprimer certaines pulsions, notamment sexuelles, et que c'est la nuit que ces pulsions peuvent s'exprimer. Donc on va dire aux enfants, attention, la nuit c'est très dangereux, voilà, pour pas qu'ils fassent trop de bêtises. La nuit, c'est effectivement le lieu où s'expriment les pulsions, le temps où s'expriment les pulsions. Et donc évidemment, un enfant quand il voit arriver la nuit, il peut être terrorisé par les contes de sa nourrice, dit Lévi-Strauss. Alors,
La question que pose Lévi-Strauss, c'est donc la question de la délimitation du biologique et du culturel. Et en fait, le problème est double. Premièrement, si on réduit le biologique au social et le social au biologique, on ne peut plus rien penser, tout devient confus. Oui, exactement. On ne peut plus rien penser et tout devient confus. Mais inversement, si on établit une muraille de Chine entre le social et le biologique, on ne comprend pas comment le social vient se greffer sur le biologique. Comment un comportement biologique va être modifié par des pratiques sociales. C'est pas ça que je voulais vous... C'est pas ça que je voulais vous lire. J'aurais voulu vous lire un texte de Marcel Mauss tiré des Techniques du corps, où il explique la différence entre marche et démarche. C'est... Hmm. Ça doit être là-dedans. Hop. Alors Marcel Mauss, c'est un sociologue français. Voilà. Donc c'est tiré d'un gros bouquin qui s'appelle Sociologie et anthropologie, qui est un recueil. Et le texte en question, c'est les techniques du corps. Une sorte, alors il écrit au milieu du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, puisque clairement Marilyn Monroe a déjà fait carrière au cinéma. Une sorte de révélation me vint à l'hôpital. J'étais malade à New York. Je me demandais où j'avais déjà vu des demoiselles marchant comme mes infirmières. J'avais le temps d'y réfléchir. Je trouvais enfin que c'était au cinéma. Revenu en France, je remarquais, surtout à Paris, la fréquence de cette démarche. Les jeunes filles étaient françaises et elles marchaient aussi de cette façon. En fait, les modes de marche américaines, grâce au cinéma, commençaient à arriver chez nous. C'était une idée que je pouvais généraliser. La position des bras, celle des mains pendant qu'on marche, forment une idiosyncrasie sociale et non simplement un produit de je ne sais quel agencement mécanique purement individuel, presque entièrement physique. Exemple. Je crois pouvoir reconnaître aussi une jeune fille qui a été élevée au couvent, donc autrement dit pas au cinéma,
Et je me souviens encore de mon professeur de troisième m'interpellant: «Espèce d'animal, tu vas tout le temps tes grandes mains ouvertes». Donc il existe également une éducation de la marche. C'est à l'époque où on pouvait traiter d'animal les élèves. Et c'est très intéressant aussi, espèce d'animal comme insulte. On y reviendra. Enfin, une autre série de faits s'imposait. De tous ces éléments de l'art d'utiliser le corps humain, les faits d'éducation dominaient. La notion d'éducation pouvait se superposer à la notion d'imitation. Car il y a des enfants en particulier qui ont des facultés très grandes d'imitation, d'autres de très faibles, mais tout se passe, je ne vais pas avoir le temps de finir, mais tout se passe par la même éducation, de sorte que nous pouvons comprendre la suite des enchaînements. Ce qui se passe, c'est une imitation prestigieuse. L'enfant, l'adulte, imite des actes qui ont réussi et qu'il a vu réussir par des personnes en qui il a confiance et qui ont autorité sur lui. L'acte s'impose du dehors, d'en haut, fût-il un acte exclusivement biologique concernant son corps. L'individu emprunte la série des mouvements dont il est composé à l'acte exécuté devant lui ou avec lui par les autres. C'est précisément dans cette notion de prestige de la personne qui fait l'acte ordonné, autorisé, prouvé, par rapport à l'individu imitateur, que se trouve tout l'élément social. Dans l'acte imitateur qui suit se trouve tout l'élément psychologique et l'élément biologique. Alors, que dit Marcel Mauss dans ce texte intitulé Les techniques du corps? Marcel Mauss, en fait, montre comment un comportement social va se greffer sur un comportement naturel, un comportement biologique. Biologiquement, alors Darwin ne parle pas comme ça parce qu'il n'est pas finaliste, il ne pense pas que nous sommes faits pour, que nos organes sont faits pour quelque chose, mais on pourrait dire que biologiquement, nous sommes faits pour marcher. Notre musculature, notre squelette, tout nous pousse à marcher. Et donc, on pourrait dire qu'on est destiné à la bipédie. Que fonctionnellement, notre corps marche et est fait pour marcher. Mais, dit, dit Marcel Mauss, il y a des manières de marcher. Et ces manières sont déterminées par l'appartenance sociale. Et en particulier, par des gestes effectués par une personne de prestige au sein du milieu social. Je reviens tout de suite là-dessus, donc dans 1 heure. Faites-moi vraiment penser, parce que c'est le genre de truc que je peux oublier parce que ça me saoule de le faire, faites-moi penser à vous faire émarger pour les codes d'anonymat, les numéros d'anonymat pour le background.